Nous allons parler d'immigration et pour cela, j'ai deux invités. Philippe Murer, bonjour. Bonjour Martial Bill. Vous êtes économiste, votre dernier ouvrage s'intitule « Sortir du capitalisme du désastre ». Et bonjour Jean-Yves Le Gallou, bonjour Martial président Bill. de Polémia, bien sûr l'animateur de E-Media. Et votre dernier ouvrage s'intitule « La société de propagande ». Les deux ouvrages sont bien évidemment en vente sur la boutique de TV Liberté, boutique tvl.fr ou tvl.fr. Vous en avez pris l'habitude. Allez messieurs, nous allons parler, je l'ai dit, d'immigration. Je préviens tout de suite là qu'il ne s'agit pas de faire un débat de très tôt, mais d'évoquer le sujet au fond. Et je vais donc essayer de ne pas interférer de trop dans vos échanges. Ma première question, arrêter les flux migratoires. Qui souhaite répondre en premier ? Je veux bien commencer si vous voulez. Voilà, donc vous conclurez cet entretien. Jean-Yves. Voilà. D'abord, la première chose à dire, c'est qu'en fait, on est tous les deux d'accord avec Jean-Yves Le Gallou. On a une divergence. En revanche, je pense, en tout cas on verra dans le débat, et les spectateurs en seront juges, c'est que moi je pense, et je vais essayer de montrer qu'il faut absolument, on peut régler le problème des flux d'immigration, arrêter les flux d'immigration, mais uniquement en sortant de l'Union européenne, alors que Jean-Yves Le Gallou pense plus ou moins le contraire. Donc le cœur du sujet, pour moi, de ce sujet, c'est effectivement le droit de l'Union européenne. Parce que ce droit de l'Union européenne empêche complètement de gérer toutes les politiques d'immigration. Et je vais essayer de dire synthétiquement, en 3 minutes, pourquoi. En 2. 2 minutes, sans déborder. Depuis le traité d'Amsterdam, en 1999, donc il y a à peu près 20 ans, la politique d'immigration est essentiellement gérée par l'Union européenne. Sont ainsi régis par le droit de l'Union européenne, le règle des passages des frontières, c'est Schengen. Les reconduites à la frontière des clandestins, c'est la directive retour. L'obligation du regroupement familial, directive regroupement familial. Les droits sur l'entrée et le séjour. La politique des visas, effectivement, qui permet de faire venir légalement l'immigration. Et tout ça, bien entendu, se retrouve mécaniquement et automatiquement dans le droit français et s'applique en France. Voilà pourquoi je dis que tout est fait pour empêcher et pour ne pas pouvoir gérer les flux d'immigration. Et je vais prendre 3 petits cas concrets rapidement. Le premier, c'est la directive sur le regroupement familial. Voilà. C'est une directive de 2003, 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial. Et cette directive s'applique en France et elle dit quoi ? Elle dit la chose suivante, elle dit que quand un étranger qui n'est pas illégalement sur le sol européen, en tout cas, ou sur le sol français, a toujours le droit de faire venir sa femme, ses enfants et même les enfants de sa femme. Donc immédiatement, vous voyez, vous faites venir une personne et il y en a plusieurs qui arrivent. Ça démultiplie. C'est la directive retour. Donc cette directive retour, c'est une directive de 2008 du Parlement européen relative donc au problème du retour des gens qui sont illégalement dans les pays européens et en France. Que dit-elle ? Elle dit structurellement, quand il y a une personne, un étranger qui est illégalement sur le sol français, qui est appréhendé, eh bien le gouvernement n'a pas le droit de le renvoyer si lui ne le veut pas. La directive, l'article 7, qui est transcrit en droit français, dit qu'en fait, ce clandestin doit pouvoir partir la première fois librement et qu'il a volontairement, et il a 1 mois pour cela. Il faut donc l'attraper une deuxième fois, lui signifier une deuxième OQTF, obligation de quitter le territoire français, pour que ce clandestin puisse être mis en centre de rétention, avec toutes les difficultés du droit européen, et ensuite expulsé dans son pays d'origine. Voilà pourquoi il n'y a que 10% des obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées. Voilà pourquoi il y en a 20% en Europe seulement. Et qu'il y a, Gérard Darmanin nous l'a dit, 700 000 immigrés clandestins sur le sol français. Ce qui est évidemment un minimum. Et c'est une Algérienne, Dayabé, qui est sur le sol français, qui a eu une obligation de quitter le territoire français par la police, sa première obligation. Et donc, elle a été libre. Et donc, elle a disparu dans la nature. Et elle a fini, malheureusement, par torturer, puis tuer de façon atroce Lola. Moi, j'entends beaucoup d'histoires sur TV Liberté, sur CNews, sur Valeurs Actuelles. En ce moment, beaucoup d'histoires absolument malheureuses où il y a des jeunes femmes françaises qui se font violer dans la rue de façon atroce par des étrangers illégalement sur le sol français, qui ont été appréhendés par la police et qui ne sont pas en centre de rétention, parce que cette directive européenne l'interdit. Donc cette directive européenne, en fait, fondamentalement, est responsable en partie de ces meurtres, de ce meurtre atroce de Lola et du viol. On a bien compris. J'en ai encore 2 minutes, parce que on va passer Jean-Yves Le Gallou. Alors, je reprends après. On viendra avec. Je reprendrai après, il n'y a pas de souci. Alors, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est qu'il faut arrêter l'immigration et qu'il faut expulser les clandestins. Je ne suis pas d'accord avec vous sur l'autre point, à savoir que tout viendrait des directives européennes.
Les directives européennes, elles sont condamnables et elles ne vont pas dans le bon sens. Mais les directives européennes, elles ne s'appliquent pas directement. Parce qu'une directive ne s'applique en droit français que si elle est transposée. Or, nous n'avons pas entendu les directives européennes pour avoir une politique migratoire particulièrement laxiste. Je vais vous donner plusieurs exemples, d'abord des dates. Le regroupement familial, on n'a pas attendu les directives européennes, puisque le regroupement familial, il a été imposé par le Conseil d'État en 1978, 25 ans avant que l'Union européenne ne s'intéresse aux questions migratoires, par le Conseil d'État en interprétation d'une convention internationale, la Convention internationale sur le droit de l'enfant. Donc, sur le regroupement familial, la directive européenne... Déjà le supranational, quand même. Bon, le supranational, d'accord. Non, une interprétation de textes généraux par des magistrats. Voilà, c'est pas tout à fait différent, puisque ce sont des textes généraux interprétés par des magistrats. Le regroupement familial, actuellement, c'est vrai qu'il y a une directive européenne, sauf que dans le CESEDA, c'est-à-dire le code d'entrée du séjour et du droit de l'asile en France, qui régit l'immigration dans une forme qui n'a pas beaucoup évolué depuis 1998, donc avant que l'Europe ne s'en occupe, et je vous dirai qui est responsable de ce CESEDA. Pour le regroupement familial, le droit français va au-delà de ce qu'exige l'Europe, puisque il ne s'agit pas seulement de pouvoir faire venir la femme et les enfants, mais aussi les parents, les frères et sœurs, voire un peu plus loin. Donc le droit français va au-delà. C'est vrai que l'Europe n'impose pas les grands-parents. Il est antérieur au droit européen et il va plus loin que le droit européen. Je prends l'asile maintenant. Je prends l'asile. L'asile, au départ, on pensait à l'asile, et je pense que beaucoup des personnes qui nous regardent pensent que c'est l'asile quand on fuit la guerre ou qu'on est persécuté politiquement. Ça a très largement dépassé ce cadre, puisqu'on a maintenant la protection dite subsidiaire, c'est-à-dire quand vous faites valoir que dans votre pays, vous pouvez être menacé parce que vous êtes homosexuel ou parce que votre mari vous bat ou que sais-je encore. Ça s'appelle la protection subsidiaire. Eh bien, dans le droit français du CESEDA, il y a une réglementation, oui, il y a des directives européennes de 2004 et de 2011. Mais la protection subsidiaire, elle est dans le droit français, dans le CESEDA, depuis 2003. Donc on n'a pas eu besoin de l'Europe. Mais je vois pas le problème. Et donc, si vous voulez, on pourrait faire déjà, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire déjà beaucoup de choses, indépendamment de l'Union européenne. Et d'ailleurs, j'observe que des pays qui sont dans l'Union européenne, comme le Danemark, comme la Hongrie ou comme la Pologne, ont une manière très différente de traiter l'immigration. Et est-ce que je peux vous répondre sur le sujet? Oui, alors je vais vous répondre sur ce sujet. Déjà, je vais vous dire, moi, ça m'importe peu que Valéry Giscard d'Estaing ou Mitterrand, il y a 40 ans, ait développé l'immigration avec la complicité de juges et du Conseil d'État. Parce que c'est pas eux qui vont arrêter les flux d'immigration. Le passé m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Est-ce qu'à l'avenir, on peut arrêter les flux d'immigration, oui ou non? C'est pour ça que vos retours sur le passé, sur qui a fait quoi, je ne le trouve pas intéressant, parce que le sujet, c'est l'avenir. Et qu'est-ce qu'on doit faire à l'avenir en tant que politique? On fait des propositions politiques. On n'est pas de Valéry Giscard d'Estaing. Lesquelles vous faites? Parce que moi, alors, on va en discuter. Donc ça, c'est la première chose. Bien entendu que le droit français aurait pu être plus rigide. C'est pour ça qu'il y a 10%, et je l'ai dit, d'obligation de quitter le territoire français qui sont exécutés en France, contre 20% d'ailleurs en moyenne dans l'Europe. C'est pas 20% qu'il faut, c'est à peu près 90% et même 100%. Donc c'est pas le sujet. Le problème, il n'est pas d'amoindrir un peu les flux d'immigration. Le problème, il est de les arrêter. Pas de les baisser de 10-20%, c'est de les arrêter. Deuxième chose fondamentale, c'est quand on n'a pas de frontières, on ne peut pas gérer ces flux d'immigration. Quand on n'a pas de frontières, on ne gère pas ces flux d'immigration. Or, l'Europe, encore, parce qu'il faut aller au bout du débat, l'Union européenne, qu'impose-t-elle avec le traité de Lisbonne, et là, qu'a signé Sarkozy, d'ailleurs, grand pourfendeur de l'immigration et de la racaille, paraît-il, mais qu'a signé le traité de Lisbonne, elle dit quoi? L'article 77, l'Union européenne développe une politique visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes
quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures, donc les frontières nationales de la France. Et c'est pour ça qu'on a les gens de génération identitaire, parce que l'Union européenne l'impose. Après, on peut toujours gérer à la marge, mais impose de désarmer ses frontières. Et sans frontières, on ne gère pas les flux d'immigration. Il est très simple pour un immigré de venir en France. Même si les frontières étaient très bien gardées, en restant dans l'Union européenne, il va aller dans le maillon faible de l'Union européenne, le pays qui le protège le moins ses frontières, et ensuite il pourra se déplacer librement où il le veut. Mais je vous ai parlé de 3 directives, et on ne va pas faire un débat juridique. Mais si vous voulez, moi j'en ai 10 autres qui encadrent le débat. C'est une nasse juridique complète qui empêche de gérer les flux d'immigration. Parce que si on récapitule, impossibilité de protéger ses frontières, et donc de gérer ses flux d'immigration avec Schengen. Quasi-impossibilité de renvoyer des clandestins. Obligation du regroupement familial. Politique de visa qui est pas faite à Paris, qui est faite à Bruxelles, qui nous impose les visas et l'entrée légale. Et pire que ça, on en rajoute, et vous le savez, il y a la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont des cours suprêmes au-dessus du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Je finis. Et ces cours suprêmes-là, elles vont toujours dans une politique immigrationniste et elles s'imposent à nous. Et on a des histoires absolument absurdes dans le fait qu'un Français a été arrêté, un Algérien terroriste arrêté sur le sol français. La Cour européenne des droits de l'homme dit, eh bien non, on ne peut pas le renvoyer parce qu'il risquerait des traitements dégradants en France. Jean-Yves Le Callou. Alors juste 10 secondes pour finir. Juste 10 secondes pour finir. La Cour européenne des droits de l'homme, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Donc oui, il faut éviter la tout confusion. Le monde adhère, tout le monde est adhérent. Et nous sommes sous jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme depuis bien avant les traités de Maastricht et d'Amsterdam. Et la Cour de la justice de l'Union européenne. La vérité sur la politique migratoire, c'est qu'en fait, elle est faite, et pas seulement en France, elle est faite dans tous les pays européens, par l'alliance des médias et des juges. Et particulièrement des juges. Que font les juges ? Les juges judiciaires, les juges du Conseil d'État, ils interprètent à leur manière des principes généraux. Alors où trouvent-ils les principes généraux ? Les principes généraux, ils les trouvent, je suis d'accord avec vous, dans les textes internationaux, dans les textes de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'ils interprètent à leur manière, dans les textes de la Convention internationale des droits de l'enfant, je l'ai cité, c'est assez ancien, dans les textes... Donc il faut sortir tous ces cours internationaux. Absolument. En fait. On est d'accord. Absolument. Ça, c'est déjà minimum. Dans ces textes, 2 choses. Il faut sortir de ces conventions, interpréter ces textes, parce que c'est cela qui se passe. C'est une surinterprétation judiciaire de ces textes. Je vais vous donner un exemple. Même s'il n'y avait pas de textes internationaux, les juges puiseraient, les juges du Conseil d'État, les juges de la Cour de cassation, puiseraient dans les principes généraux du droit, dans la Constitution. Vous savez que les identitaires ont été dissous parce qu'ils voulaient protéger nos frontières. Le juge a trouvé ça très bien. En revanche, M. Cédric Héroux, qui aidait les clandestins à passer les frontières de Provence, il a été condamné dans un premier temps au titre d'infraction à la loi. Et le Conseil constitutionnel a dit non, on ne peut pas le condamner car c'est contraire au principe de fraternité. Il l'aurait condamné, ça n'aurait rien changé. Le principe de fraternité, il ne l'a pas trouvé dans les textes de l'Union européenne, il ne l'a même pas trouvé dans les textes de la Cour européenne des droits de l'homme, il l'a trouvé comme ça, tout simplement, dans le préambule de la Constitution, dans le préambule de la Constitution. Donc, le problème, c'est de retirer le pouvoir aux juges, qu'il exerce d'ailleurs le pouvoir... Et aux juges européens avec aussi. Bien entendu. Mais ce qui met l'application... Le concret de l'application des textes, c'est le juge français. Vous voulez que je vous parle de la Cour nationale d'appel du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile, elle est composée de 3 personnes. Un magistrat, un représentant du Haut Comité des réfugiés, là c'est l'ONU, c'est pas l'Union européenne, c'est l'ONU, c'est une organisation internationale immigrationniste depuis 40 ans. Le vrai problème, si vous me permettez, c'est pas de savoir si les choses sont décidées au niveau de l'Union européenne ou au niveau de la France ou au niveau de tel ou tel conseil régional qui subventionne SOS Méditerranée. Le problème, c'est l'idéologie dominante.
les élites, les oligarchies sont dominées par une idéologie immigrationniste. Alors, c'est vrai que cette idéologie immigrationniste, elle se retrouve à l'Union européenne, je vous l'accorde. On est bien d'accord. Je peux vous répondre quand même. Elle se retrouve aussi en France. Elle se retrouve aussi dans la région ou dans les villes. Quand la ville de Nantes donne 200 000 euros à SOS Méditerranée, c'est pas l'Union européenne qui donne 200 000 euros à l'Union européenne. Le problème, c'est l'idéologie immigrationniste. C'est pas l'Union européenne. Ouais. Mais c'est très bien. L'Union européenne n'est qu'une partie du problème. C'est très bien de vouloir se battre contre l'idéologie immigrationniste. C'est très bien, comme vous le dites dans vos bouquins, de faire du réarmement moral. Mais il faut pas être désarmé politiquement, parce que sinon c'est ridicule d'être armé moralement, mais pas politiquement. C'est-à-dire de pas avoir la souveraineté. Bien. Mais les médias. Attendez, laissez-moi parler. Les médias. Attendez, laissez-moi parler. Les médias et les juges. Bien entendu que les médias et les juges sont pour ça. Mais derrière, de toute manière, le premier truc qui bloque, c'est les lois de l'Union européenne. C'est pas les médias qui disent que l'État n'a pas le droit de protéger ses frontières. Ce sont le droit de l'Union européenne. C'est pas les médias qui disent qu'on doit avoir le regroupement familial. C'est les textes de l'Union européenne qui s'appliquent à nous. C'est pas les médias qui empêchent de Le regroupement familial, ça remonte bien avant l'Union européenne. Oui, mais si on veut en sortir... Ça remonte bien avant l'Union européenne. Si on veut sortir du regroupement familial, on ne peut pas dans l'Union européenne. On est bloqué. On est obligé d'appliquer ces textes. Moi, je me contenterais de la politique du Danemark et de la Hongrie. Ça serait déjà un grand progrès. Laissez-moi parler et je vais y répondre. Et je vais vous montrer qu'il y a de l'immigration absolument dans tous les pays de l'Union européenne, contrairement à ce qui est dit. Bien, les médias et les juges, donc déjà, c'est pas eux qui imposent le fait, les politiques des visas, etc. Que les juges doivent être changés, que la justice doit être rapide, ça doit être probablement les juges administratifs qui tranchent, qu'il n'y ait pas d'appels nombreux, oui. Mais moi, je me refuse à désespérer et à penser que c'est impossible. Voilà. Parce que, si vous voulez, même Jean-Éric Schottel, qui n'est pas n'importe qui, l'ex-secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui siège au Conseil d'État, il dit quoi? Le droit à l'asile et à l'immigration sont régis par le droit de l'Union européenne. Et ça explique qu'il y a de l'immigration partout, dans tous les pays de l'Union européenne. Parce qu'il y a une idéologie immigrationniste dans tous les pays de l'Union européenne. Mais c'est pas ce que vous me disiez. Y compris en Angleterre. Comment vous expliquez l'immigration en Angleterre? Je vais vous expliquer ça. Comment vous expliquez qu'on est obligé de défendre les immigrés de quitter la France pour aller en Angleterre? Alors, je vais vous expliquer. Premièrement, l'immigration en Hongrie. Et j'ai vérifié, je suis allé chercher toutes les statistiques sur les pays européens. Il y a de l'immigration légale partout, à un niveau équivalent en France à 400-500 000 dans tous les pays européens pratiquement. Immigration illégale en Hongrie. Oui, elle est arrêtée et Orban fait un bon boulot, même si effectivement les immigrés viennent plutôt là où les pays sont les plus prospères, où il y a une protection sociale à cause de la prospérité, où il y a une base d'immigrés, où le climat n'est pas trop froid. Mais en tout cas, ils protègent là-dessus. Il n'y a que 2-3 000 immigrés illégaux par an en Hongrie. Par an. L'immigration annuelle en Hongrie, légale, elle a explosé. En 10 ans, elle est de 70 000 par an. C'est-à-dire, à l'échelle de la France, ça fait, puisque la population est 7 fois plus petite, ça fait 500 000 personnes par an. Ça, c'est les statistiques officielles. J'ai appelé hier un ami qui est en Hongrie, qui m'a dit... Oui, ça fait des années que j'y suis et il y a énormément d'immigrés qui arrivent et pas que des immigrés européens. Beaucoup d'immigrés du Bangladesh, du Népal, de l'Irak, de la Turquie, du Kazakhstan, etc. Donc il y a de l'immigration partout. Donc là-dessus, ça c'est important et c'est pas ce qui est dit. C'est pas l'Union européenne qui l'impose. L'immigration, c'est d'autres phénomènes. Oui, moi ce que je vous ai démontré. L'immigration légale au Danemark. Il a le droit de le traiter particulièrement puisqu'ils ont refusé les Danois à venir dans l'Union européenne par le référendum de Maastricht et l'Union européenne a dû leur concéder un opt-out pour qu'ils rentrent dans l'Union européenne, ce qu'ils ne concèdent jamais autrement. Le Danemark n'a pas peu d'immigration illégale, effectivement, mais il y a une immigration annuelle légale de 500 000 personnes par an. Si vous le mettez à la taille de la France, il est 10 fois plus petit. 500 000 personnes par an. Le temps avance la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne, je réponds. C'est pareil pour la Suède, c'est pareil pour l'Italie, où Salvini a beaucoup parlé, il n'a rien fait. Pourtant, il a parlé. Et ça sera pareil pour Meloni. Concernant le Royaume-Uni, effectivement, il y a la même immigration qu'en France. Et avec le Brexit, les dirigeants conservateurs avaient promis qu'ils géreraient les flux d'immigration et qu'ils les arrêteraient. Ils ont rien fait. Il y a autant d'immigration. Ils ont géré les flux d'immigration européens, ils n'ont pas les flux d'immigration extra-européens. En fait, ils n'ont rien fait. On a un arrêt des flux. On n'a pas d'arrêt des flux. Ça continue comme avant, comme en France, comme s'ils n'étaient pas sortis de l'Union européenne. Ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas sortis de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est quelque chose de fondamental. Oui. Ils n'ont pas pris toutes les lois en vigueur et ils ont trahi. Mais vous savez, ils ont trahi le peuple puisque c'était une des raisons du Brexit, l'arrêt des flux d'immigration. Ils ont trahi le peuple anglais. Et vous savez ce qui se passe du coup. Ils sont à 20% dans les sondages. Ils vont être
ridiculisés aux prochaines élections, et ils le méritent parce qu'ils ont toutes les lois pour gérer et arrêter les flux d'immigration, parce qu'un pays souverain peut toujours arrêter le flux d'immigration. Et ils ne l'ont pas fait, c'est triste, mais l'Union européenne est le premier point de blocage. Jean-Yves Le Gallou, vous concluez, je vous poserai quand même une autre question si j'arrive. Le phénomène migratoire, il dépasse évidemment les aspects institutionnels. Il n'y a pas une cause unique qui serait la méchante Union européenne. C'est une organisation immigrationniste, comme l'est l'État français, qui est une organisation immigrationniste, comme l'est la région Occitanie, qui est une organisation immigrationniste, comme sont toute une série d'associations subventionnées par les contribuables français de différents pays. Il y a donc une logique, une idéologie immigrationniste. Il y a ensuite des intérêts économiques qui font, par exemple, pourquoi la Hongrie a sans doute un peu d'immigration, tout simplement parce qu'il y a un secteur touristique qui se développe et que c'est une des facilités, quand on a un secteur touristique qui se développe, de faire venir des migrants. Ça n'a pas grand-chose à voir. Je pense que les causes de l'immigration, elles sont d'abord économiques, elles sont aussi idéologiques. Et elles sont secondairement institutionnelles. En tout cas, si elles sont institutionnelles, la cause unique, pardon de vous le dire, la cause unique, ce n'est pas l'Union européenne. Ce que je n'ai pas dit, je ne le dis pas. C'est une cause parmi d'autres. Maintenant, moi je vais vous dire, ce que je souhaite en ce qui concerne les solutions, c'est de rendre le pouvoir au Parlement, avec une réforme constitutionnelle qui serait extrêmement simple, qui consisterait à dire que la loi l'emporte sur la loi postérieure, l'emporte sur les traités antérieurs. Et à partir de ce moment-là, on redonne le pouvoir aux législateurs et indirectement au peuple. Si on ne fait pas ça, on continue de laisser le pouvoir aux juges du Conseil d'État et aux juges judiciaires qui sont inspirés par une idéologie immigrationniste et qui sont valorisés quand ils prennent des décisions beaucoup plus que les directives qui n'ont même pas besoin d'être transposées, puisque les textes français vont bien au-delà des directives. Allez, on va revenir en France, si vous voulez bien, pour une deuxième question. Il n'y en aura que 3, donc essayez de faire court, car le temps presse maintenant. Nous allons revenir en France, je l'ai dit. Emmanuel Macron a annoncé, c'était en septembre dernier, un projet de loi sur l'asile et l'immigration. Il sera déposé début 2023, c'est-à-dire dans quelques semaines. Le gouvernement veut un grand cette loi annoncée, c'est-à-dire de la mise en place notamment d'un titre de séjour pour les métiers en tension. Et je vais commencer par Jean-Yves Le Gallou. Vous conclurez, Philippe Murer. C'est un projet de loi qui vise à opérer une régularisation massive. C'est pas ce que dit le ministre, qu'il ne s'agit pas d'un plan de régularisation. Évidemment, parce qu'ils vont dire on va créer un titre de séjour particulier pour les métiers en tension. Qu'est-ce que c'est que les métiers en tension? C'est ce que vous avez indiqué en Hongrie. Les métiers du bâtiment, les métiers de l'hôtellerie, c'est-à-dire c'est les métiers où on peut ne pas bien payer les gens, puisque de toute façon, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur et qui tirent les salaires à la baisse. Donc ces métiers-là... Si ça vous choque pas en Hongrie, est-ce que ça vous choque en France? Ça me gêne tout à fait en France. Et je crois qu'une fois qu'on aura régularisé par ce titre... de métiers en tension, 200 000, 300 000, 400 000 clandestins, eh bien, ils s'installeront dans le système français, ils feront venir leur famille, leur arrivera. Ça n'est pas nouveau. La dernière grande régularisation massive remonte à 1998. C'était d'ailleurs un ministre souverainiste, c'était M. Chevènement, qui était ministre, qui n'était pas du tout sous le contrôle de l'Union européenne. Il a fait une régularisation massive. Il a imposé d'ailleurs un nouveau texte qui est en gros ce que le CESEDA, qui réglemente le droit et le séjour en France, qui a été un peu bougé depuis, mais pas beaucoup. Et évidemment, cette régularisation a été suivie d'une amplification des flux migratoires. Donc ce qui nous attend, c'est effectivement une loi où il y aura, comme il y a toujours... Alors ça sert quand même d'étudier un peu l'histoire, parce qu'en matière de loi sur l'immigration, il y a toujours la même séquence politique. On dit on va réduire l'immigration, contrôler l'immigration, réguler l'immigration. Et on prend 2-3 mesures un peu rigoureuses d'apparence. Et puis, comme on dit, il ne faut pas être méchant,
on prend ensuite des mesures plus généreuses, entre guillemets, qui élargissent un certain nombre de droits, un certain nombre de possibilités, et qui régularisent les clandestins. Et au final, que reste-t-il? Les mesures laxistes, la régularisation des clandestins et un zeste de mesures un petit peu restrictives qui n'aura aucune efficacité. Donc là, il faut savoir qu'on va avoir en 2023 une nouvelle vague d'immigration à la suite de la loi prévue par Macron. D'ailleurs, je vous trouve très défaitiste en fait. Franchement, je vous trouve très défaitiste. Sur la loi là? Non, mais vous avez l'impression qu'on peut. Vous donnez l'impression. Non, mais attendez. Pas du tout. Je sais pas. J'ai dit 3 mots. Ouais. Vous m'interrompez déjà. Bon. Alors, vous venez de parler 5 minutes. Donc en fait, vous êtes très défaitiste parce que vous dites il est impossible de rien faire. Non, on peut rien pas... faire. C'est ce que vous envoyez comme discours. C'est pas du tout ce que Macron. Je vais vous dire que Macron, effectivement, cette loi asile-immigration. De toute manière, quand on voit Olivier Véran parler à la télévision et vanter le bar d'un ami à lui où il fait travailler plein de clandestins, ce qui est contraire à la loi française, on voit bien qu'on a un problème gravissime, un ministre qui refuse de respecter la loi française. Mais imaginons Marine Le Pen au pouvoir, ou Monsieur Le Gallou au pouvoir. Voilà. Que pourrait-elle faire sur l'immigration ? En fait, fondamentalement, sur Schengen, elle ne pourrait pas contrôler les frontières, ou très difficilement. Sur le retour des clandestins, elle subirait la directive retour des clandestins. Elle voudrait changer la loi, elle ne le pourrait pas. Sur le regroupement pas familial, elle ne pourrait pas. Et en fait, elle se retrouverait face à l'Union européenne. Et si elle fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle fait le truc Zemmour, le droit français supérieur au droit européen. Un article de la Constitution a changé. Un article a changé. On se retrouve avec une Constitution qui est totalement contradictoire. C'est-à-dire le fait d'appartenir à l'Union européenne, il est dit que la France doit respecter les traités européens et que les lois européennes sont supérieures au droit français. Et là, vous dites exactement l'inverse. Donc vous le dites, je comprends bien, mais vous mettez une contradiction. Vous dites qu'à la fois la loi française est supérieure à la loi européenne et ensuite que la loi européenne est supérieure à la loi française. Et ça, ce n'est pas possible parce que le Conseil d'État, le Conseil constitue le refuseront. Si vous les virez par référendum, vous vous trouverez avec un problème majeur. Et à la fin, si vous arrivez à mettre ça dans la Constitution, donc un principe contradictoire. Vous retrouvez à défier l'Union européenne en étant dans l'euro. L'Union européenne est très immigrationniste, comme vous le dites. Que va-t-elle faire? Elle va faire comme elle a fait avec Tsipras en Grèce. C'est-à-dire qu'elle a asphyxié, la Banque centrale a asphyxié l'économie grecque en ne prêtant pas des liquidités comme elle le fait tous les jours aux banques grecques. Comme elle l'a fait avec Salvini, qui a dû reposer 2 fois son budget en 2018 avec le gouvernement Salvini, parce que l'Union européenne avait fait monter les taux au plafond parce qu'on est dans l'euro. Donc quand vous faites ça, l'Union européenne vous asphyxie, elle peut le faire violemment comme la Grèce, elle peut le faire lent, et elle arrête de vouloir arrêter l'immigration. Et elle a son économie qui va mieux, soit elle cède à l'Union européenne pour avoir une économie qui n'est pas asphyxiée et complètement détruite. Et donc, du coup, eh bien, elle peut régler l'immigration en détruisant l'économie française, donc avec un énorme problème généralisé. Voilà pourquoi il est complètement inconscient, mais parce que le point focal, c'est d'abord le point de blocage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les médias, qu'il n'y a pas les juges, qu'il n'y a pas les gouvernements. Mais déjà, on suppose qu'on va mettre un gouvernement anti-immigration, anti-flux d'immigration. Donc déjà, si vous avez lu les pas, il peut tout faire. Il peut réformer le système des médias, il peut réformer le système des juges, la justice en général, que le droit de l'immigration soit fait par une cour administrative avec peu de degrés d'appel. Il n'y aura plus les cours de justice de l'Union européenne, les cours européennes des droits de l'homme qui ralentissent toutes les procédures. Vous pourrez renvoyer les clandestins, arrêter l'obligation familiale, alors que vous ne pouvez pas le faire parce que votre astuce juridique que vous avez donnée à Zemmour, elle n'est pas crédible, elle ne fonctionne pas et vous prendrez le mur de l'argent de l'Union européenne. Parce que l'argent, c'est un mur de droit, et c'est un mur d'argent. Le mur de l'argent, vous l'avez de toute façon, quand vous avez un pays qui a un déficit du commerce extérieur de près de 10%, c'est-à-dire que quand on vend 100... Pas 10%, c'est 2% du PIB. C'est 2% du PIB. Non. Quand on achète 100, quand on vend 100, on achète 107. Bon, ça, c'est un problème indépendant. C'est pas grand-chose. C'est embêtant, mais ça ne va pas nous empêcher. Ça ne nous empêche pas d'agir. En fait, la souveraineté, ça se reprend. Et par conséquent, en sortant de l'Union européenne. Le jour ça se reprend comment mais ça se reprend progressivement, en s'affirmant. Vous raisonnez de manière purement juridique. La souveraineté, ça s'affirme. Bon, je vous dois dire, l'histoire de... Ils ont pris des migrants. Oui, mais ils ont pris des migrants quand même. Quelques-uns. Ah oui, mais elle vient d'arriver au pouvoir, elle est déjà en train de lâcher. La France a tout pris. Oui. Bon, et Collomb a dit, en 2018, Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, il a déclaré qu'en 2018,
2018, l'Union européenne avait projeté un système d'accueil des migrants avec ce qu'on appelle un hotspot sur les côtes françaises. Et Macron trouvait ça formidable. Donc il voulait aller au-delà des exigences de l'Union européenne. Donc la vraie question, c'est est-ce que on met au pouvoir dans chaque pays, est-ce qu'on met au pouvoir des gens favorables à une immigration de masse, une immigration incontrôlée, ou est-ce qu'on met au pouvoir et qu'est-ce que vous faites par rapport au droit européen? Par rapport au droit européen, le droit européen, je le contourne. Vous le contournez comment? Je le contourne et mais comment vous le contournez? Indépendamment même de le contourner, j'en reviens à une interprétation restrictive des textes, alors qu'aujourd'hui, on est dans une interprétation extensive dans tous les domaines. Et mais c'est là où vous n'êtes pas cohérent. Non, c'est là. Attendez, vous avez fait un tour de 5 minutes. Vous n'êtes pas cohérent. Parce qu'en fait, moi on dit tous les deux, il faut complètement arrêter les flux d'immigration. Et là, vous me dites, bon, on va amoindrir un peu les textes européens. Comme ça, on aura un peu moins d'immigration. Je vous trouve extrêmement défaitiste sur l'immigration. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une obsession Union européenne par rapport à l'immigration, puisque dans les raisons d'ailleurs pour lesquelles la France a de plus en plus d'immigrés, c'est que le shopping migratoire fait qu'il est particulièrement intéressant en France, parce que nous avons les dispositifs juridiques les plus favorables, que ce soit pour l'asile ou pour le regroupement familial, et nous avons les dispositifs sociaux les plus favorables par l'argent qu'on distribue. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent en Hongrie, en Pologne et dans tous les pays européens? Ils viennent partout. Ils viennent beaucoup non, ils viennent pas plus en France. Beaucoup moins. Mais non, je vous ai dit que l'immigration légale en Hongrie est la même qu'en France. 400, elle est même plus importante, équivalent de 400 000 contre 270 000. Donc là-dessus, c'est faux. Mais si vous voulez, le problème que vous avez, parce que vous savez très bien que le sujet, en fait, finalement, c'est mondialiste contre nationaux. Oui, les mondialistes, et vous le dites vous-même. C'est oligarchie contre peuple. Ah, voilà, oligarchie contre peuple. Oligarchie mondialiste contre peuple et nationaux. Vous placez entre les deux. Vous restez. Non, mais attends, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous dites, vous restez dans l'Union européenne qui est mondialiste, qui est une petite mondialisation et une courroie de la mondialisation, et en plus une courroie immigrationniste. Vous restez donc entre deux, un pied dans le mondialisme, un pied chez les nationaux, et en fait, vous pouvez que vous faire écraser et perdre. Il faut choisir dans ce combat, qui est un combat fondamental pour la société française, qui est en train de dériver de façon mortifère au niveau crise économique, sociale, crise migratoire, et il faut choisir dans ce combat dans quel camp on est. Est-ce qu'on est dans le camp des mondialistes et de l'Union européenne, qui est une institution mondialiste? Dites bien que le sujet principal, c'est le sujet idéologique. Est-ce qu'on est le du sujet côté national ou identitaire, ou est-ce qu'on est du côté mondialiste? Bon, c'est donc bien d'abord une question idéologique. L'idéologie étant ensuite mise en œuvre par, je suis désolé de le dire et de me répéter, par les juges. Moi, je suis d'accord pour s'affranchir effectivement des traités européens et des directives européennes. Vous n'avez pas le droit. Mais ça ne suffit pas à régler le problème. Ah ben, donc vous êtes d'accord, on ne va pas relancer le débat parce qu'il va falloir le conclure. Je vous dis que ça ne suffit pas, que c'est qu'une petite partie du problème, puisque le problème, c'est l'interprétation de textes généraux par des juges, et des textes généraux, il y en a énormément, en dehors même des textes de l'Union européenne. Il y a les textes de la Cour européenne des droits de l'homme, les textes de l'ONU, les textes sur le droit d'asile, les textes sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Tout ça, ce sont des textes généraux que les juges interprètent de manière arbitraire, idéologique, et c'est de ça qu'il faut sortir. Vous n'abordez qu'une petite partie. Dernière question identitaire, souverainiste. Alors quand vous attendez sur la question de l'immigration particulièrement, eh bien en empathie et en compréhension, eh bien on vous aperçoit en totale division. Les téléspectateurs vont se dire ça, ils sont divisés. Mais moi, je trouve c'est un clash assez entre vous. Moi, je trouve ça incroyable, parce que si on compare arrêter les flux d'immigration avec une course à pied, Monsieur Le Gallou veut faire une course à pied avec des chaînes attachées
au pied, qui est le droit européen, qui est fondamental et qui est au-dessus de nos têtes. Et moi, je trouve impératif d'arrêter les flux d'immigration. Donc la première chose, c'est de reprendre la souveraineté. Défendre l'identité comme vous le faites, c'est défendre le verbe, revendiquer qui on est. Mais pour cela, il faut l'action. Il faut avoir l'action. Et la capacité d'action, c'est d'abord la souveraineté. Et réciproquement, l'identité. Ce sont les juges qui ont la souveraineté. Mais non, c'est l'État qui décide de qui est juge et de la loi sur la justice. Bon. C'est le gouvernement qui le fait. Mais c'est le gouvernement des juges. Laissez-moi parler. Identité et souveraineté, c'est les deux faces de la même médaille. Je ne comprends pas, monsieur Le Gallou, pourquoi vous ne défendez pas la souveraineté nationale qui permet d'aller beaucoup plus vite pour arrêter le flux d'immigration et d'être efficace. Moi, je suis venu à la résistance par la souveraineté, je vous l'avoue. Et en fait, par l'arrêt des flux d'immigration, je le savais. Mais j'ai compris que l'identité et la souveraineté étant les deux faces de la même médaille, il faut défendre les deux. Vous ne défendez qu'une, et en fait, c'est tout dommage, très dommage. Moi, je vous tends la main. Identitaire et souverainiste devraient s'allier, devraient faire une union pour gagner les élections, parce que dans ce cas-là, on additionne des forces, on peut gagner une élection et on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est dommage parce que là, en fait, vous défendez même pas l'identité. Parce que quand vous n'avez pas la souveraineté, vous ne pouvez pas défendre l'identité. C'est Jean-Yves Le Gallou qui termine, vous avez le même temps, 1 minute 25. Mais je suis évidemment pour la défense de la souveraineté et de l'identité. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la souveraineté, il y a deux choses. Dans la souveraineté nationale, il y a la souveraineté de la nation par rapport à des ensembles multinationaux, supranationaux, des traités multinationaux, mais il y a aussi la souveraineté à l'intérieur de la nation, à savoir qui exerce la souveraineté. Est-ce que c'est le peuple, par le référendum? Est-ce que ce sont les parlementaires, par l'Assemblée nationale, le Sénat qui font la loi, ou est-ce que ce sont les juges? Vous voulez reprendre la souveraineté par rapport à l'Union européenne, et par rapport je trouve ça très bien, mais si vous ne la reprenez pas par rapport aux juges, vous n'aurez rien fait. Je le veux aussi. Donc. Merci messieurs. Alors pour les téléspectateurs, si vous avez aimé ce forme de débat, eh bien vous mettez le pouce sur la vidéo et puis surtout vous laissez votre commentaire. J'ai l'impression qu'il faudra vous réinviter parce que on a fait beaucoup plus que le temps et vous n'avez pas fini le débat, mais ça de toute façon je pourrais vous laisser 3 heures que ça sera toujours pas fini. Raison de plus de revenir. Si les téléspectateurs le décident, c'est eux qui vont le décider. Je rappelle que Philippe Murer est l'auteur de Sortir du capitalisme du désastre et Jean-Yves Le Gallou, La société de propagande, sont leurs derniers ouvrages. Vous les trouvez sur le site tvl.fr à la boutique tvl.fr.